sur jardiland.com. Sud Radio, le 10h midi, les médias. Les invités du jour. Les invités du jour, ce sont deux journalistes. Félix Suffert-Lopez, bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef du magazine C'est Politique, qui est diffusé tous les dimanches soirs, présenté par Karim Rissouli. Et Arnaud Liévin, sur France 5, oui, je précise France 5. Et Arnaud Liévin, réalisateur donc de ces 5 épisodes de La Fabrique du Mensonge. Bonjour. Bonjour. La Fabrique du Mensonge, donc, ce sera à partir de dimanche prochain, 20h50. Donc des émissions spéciales qui sont consacrées à la manière dont se fabriquent les mensonges, comment naissent les rumeurs, comment naissent les fausses informations. Cette première émission est consacrée au Brexit. Il y a 3 sujets. Brexit, le référendum, la présidentielle avec l'ombre de la Russie. Et puis le 3e sujet, les rumeurs ne meurent jamais. Il s'intitule comme ça, c'est à propos des vaccins. Ouais. Et c'est un sujet qu'on connaît bien parce qu'on en parle assez souvent ici. Alors racontez-nous un petit peu. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a souvent des moments où on a des plateaux avec des gens qui vont expliquer ou des articles qui vont expliquer, ça c'est une fake news, c'est une information qui est fausse. On le voit cette semaine avec les Roms. Les Roms, en Ile-de-France. Mais nous, ce qui nous a intéressé, c'est qu'avant que cette rumeur vienne toucher n'importe qui, elle a eu un chemin. Il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Soit quelqu'un qui l'a fabriqué parce qu'il était convaincu, soit quelqu'un qui l'a fabriqué parce qu'il a un agenda politique à pousser, soit des gens qui sont conspirationnistes. Mais à un moment, elle n'arrive pas par hasard. Et c'est ça qui nous a intéressé, c'était le chemin de la fabrication de ces fake news. Oui, mais alors comment on sait que c'est une fausse information ? En l'occurrence, si on prend le cas des vaccins, qu'est-ce qui dit que c'est une fausse information ? Le vaccin, nous on s'est intéressé à la rumeur selon laquelle donc le vaccin ROR, donc le vaccin contre la rougeole, rubéole, merci. Ouais. Il y aurait un lien entre ce vaccin et l'autisme. Ça, c'est une vieille rumeur qui date de 98. C'est ça qui est dingue. 98, qui apparaît dans un contexte particulier où les gens ont une vraie défiance vis-à-vis des vaccins, puisqu'il y a pas mal d'incertitudes. Et en l'occurrence, on sait que c'est faux tout simplement parce que le professeur qui a fait l'étude a été radié de l'ordre des médecins. On a compris qu'il avait fait ça en Angleterre parce qu'il avait des intérêts financiers. La manière dont il a fait son étude, il a fait des prises de sang sur des enfants qui venaient à un goûter d'anniversaire de son propre fils. C'est pas hors de tout protocole. Il n'a pas respecté les protocoles médicaux. Et ensuite, l'étude qu'il avait publiée a été radiée. Enfin, tout est prouvé et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit que c'était faux. Donc en fait, là, on sait que réellement, ça n'est pas vrai. Donc nous, on a les scientifiques ont travaillé dessus. D'ailleurs, si on veut pousser plus loin, il y a eu 12 contre-études qui ont été refaites pour vérifier et qui ont dit qu'ils ne trouvaient pas le lien. Donc voilà. Nous, sur celle-ci, on a pris volontairement celle de la rougeole parce que c'est celle sur laquelle il y a le plus de documentation pour prouver que c'est faux. Parce que je sais que sur les vaccins, c'est quelque chose de très sensible. Il y a pas mal de gens. Alors justement, ma question, et vous y répondrez dans un instant, c'est comment convaincre des gens qui sont convaincus de l'inverse ? C'est-à-dire, est-ce que votre démonstration, elle l'est pour moi, suffisamment forte, mais pour des gens qui croient finalement à ces choses-là ? On y revient dans un instant. Réserve de disponibilité. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 11h. On va parler livres dans un instant. Mais les invités du jour sont deux journalistes, Félix Suffert-Lopez et Arnaud Liévin, qui viennent nous parler de La Fabrique du Mensonge. Donc, une série d'émissions, de documentaires plus précisément, d'enquêtes qui seront diffusées à partir de 21h sur France 5, suivi d'un débat avec Karim Rissouli. Juste une petite intervention, un débrief. Il fait une interview du créateur d'Internet, du web, du créateur du web, pour lui poser la question de savoir si son invention lui a pas un peu échappé, quoi. Alors, on va écouter la bande-annonce. Emmanuel Macron aurait un compte caché dans une île des Caraïbes. Comment naît une fausse information ? Le vaccin ROR serait à l'origine de certains cas d'autisme. Comment se propage-t-elle ? Les réseaux sociaux, c'était le Far West pendant le référendum. Comment la faire taire ? La technique du blurring, pour qu'elle puisse continuer à être efficace, il ne faut pas trop en parler. Vie et mort d'une fake news. La post-vérité est un défi fondamental pour nos démocraties. Soirée événement entièrement consacrée à La Fabrique du Mensonge, dimanche à 20h50 sur France 5. Alors Rémi. Oui, je trouve que c'est vraiment très intéressant la façon dont vous traitez le problème des fake news en prenant effectivement, comme vous le disiez, des cas particuliers et en les démontant. Et sur le Brexit aussi, c'est quand même impressionnant parce que vous expliquez que le 8 octobre 2015, si j'ai bien compris, il y a quelqu'un qui trouve, c'est Dominic Cummings, qui invente un chiffre
qui est 350 millions de livres sterling seraient versés par l'Angleterre chaque semaine à l'Union européenne. Et donc, qu'est-ce que vous préférez ? C'est l'axe de la campagne. Donner les 350 millions à l'Europe ou construire un hôpital et donc à vous démonter et le fait que les chiffres est faux et en plus toute la façon dont c'est propagé aussi. Dont tu vas vendre cette rumeur. Le Brexit, c'est vraiment un cas d'école de la propagation des fake news, puisqu'il y a à la fois la fausse information et il y a l'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser cette fausse information, que ce soit Twitter ou que ce soit Facebook, ou également l'utilisation des données personnelles afin de faire ce qu'on appelle du micro-ciblage, c'est-à-dire de faire que cette fausse information soit très très précisément envoyée au public par exemple, potentiel. On voit dans le documentaire que les personnes qui habitent dans une zone industrielle recevront une publicité très précise, alors que celui qui a été dans la ville inondée, on lui dit est-ce que vous voulez qu'on dépense l'argent pour construire des digues ? En gros, la force du micro-ciblage. En gros, ce qui se passe, c'est ce qu'on explique, c'est quand vous faites, on a intégré tous que quand on fait une recherche pour acheter une table basse, ensuite pendant des semaines, on va avoir des publicités pour une table basse. En gros, il se passe exactement la même chose avec des hommes politiques qui ont décidé de vous cibler pour des fake news, en fait. Et donc, si vous avez été victime d'un cambriolage, il y a pas mal de chances que vous ayez une fausse information ou un argument politique autour des cambriolages. Et ça, c'est assez particulier parce que ça va jouer sur votre émotion, ça va vous parler dans votre chair parce que vous dites, putain, il me parle vraiment à moi. Vous avez vraiment vécu. Alors que, en fait, et donc, c'est l'utilisation de Facebook, notamment, des réseaux sociaux. À un niveau industriel, et avec des pratiques qui, d'ailleurs, depuis, c'est ça qui est dingue, sont interdites. C'est-à-dire les dark ads, c'est donc des publicités, si vous pouvez expliquer. Le scandale de Cambridge Analytica, en fait, c'est l'utilisation frauduleuse de données personnelles pour précisément cibler des électeurs potentiels, a eu un retentissement mondial, puisque ça a impacté le Brexit, mais également la campagne de Donald Trump. Et suite au scandale de Cambridge Analytica, les GAFA et Facebook en particulier ont pris des mesures, puisque Mark Zuckerberg, devant le Sénat américain, a fait son mea culpa célèbre, où il s'excuse pour ce scandale. Donc ça a permis une prise de conscience à l'opinion mondiale, et donc ça a permis aussi aux GAFA d'entreprendre un travail, aux géants du web, d'entreprendre un vrai travail pour lutter contre ces fake news. Le seul problème, c'est qu'ils interviennent toujours trop tard. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le Brexit, la manière dont la campagne a été faite, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que Donald Trump, pendant toute sa campagne, lui, il va dire qu'est-ce qu'aurait fait le Brexit ? Bolsonaro, au Brésil, il va dire qu'est-ce qu'aurait fait le Brexit ? Et là, avec les européennes qui s'annoncent, je suis presque sûr qu'on va avoir des affiches avec écrit Frexit, et le Frexit nous permettrait d'économiser tant de millions par semaine. Cet argument-là va être aussi utilisé en France aujourd'hui. On va avoir des gens qui vont l'utiliser. Ce qui est effrayant dans votre documentaire, c'est qu'un peu on a l'impression qu'on peut rien faire. Ce que disait Valérie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois qu'une fausse news, une fake news est passée, alors que ce soit les 350 millions de livres, ce soit le vaccin qui donne l'autisme. La force des créateurs de fake news, c'est ce que disait Félix tout à l'heure, c'est qu'ils jouent sur les émotions. Donc ils vont s'adresser directement à votre émotion. Donc c'est beaucoup plus difficile de contrebalancer avec quelque chose d'enquêter, de vérifier. J'ai tendance à dire le mensonge est hélas beaucoup plus sexy que la vérité. C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. C'est-à-dire ne regarderont ce documentaire finalement que ceux qui sont déjà convaincus. Est-ce que vous pensez que vous pouvez réussir par la démonstration à convaincre des gens qui disent les vaccins c'est dangereux, que finalement c'est une construction, que ce sont de fausses informations? On ne convaincra pas les convaincus, c'est le cas de le dire. En revanche, on peut, nous, dans notre travail de pédagogie, c'est ce qu'on a essayé de faire, éviter que ces fausses informations se propagent trop, essayer de convaincre les gens qui doutent encore. On peut éveiller une sorte d'esprit critique pour que tous les gens qui nous écoutent se disent, quand ils voient passer sur leur fil Facebook ou leur fil Twitter ou même leur Snapchat une information, qui doutent en disant mais pourquoi est-ce qu'elle m'arrive ? Pourquoi est-ce qu'on me dit que telle chose a été dite aujourd'hui ou que telle chose a été faite ? On le voit aussi avec le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de fake news qui ont circulé. Mais il y a un vrai travail, c'est évident, il y a un énorme travail de pédagogie à faire. Auprès des jeunes générations, c'est fondamental que les. Alors, je corrige après on arrête. Mais et pas que des jeunes générations. Et pas que des jeunes générations. Les gens qui partagent le plus de fake news, c'est les gens qui ne sont pas nés avec Internet. Absolument, oui, ça j'ai vu dans les différents sondages. C'est assez effrayant. Et c'est aussi la défiance face à l'information, comme on dit mainstream, c'est-à-dire des principaux moyens d'information où on va chercher son information sur finalement des réseaux qui sont moins sûrs, pardon pour ceux qui ne seront pas d'accord, qu'une information oui, parce que vérifiée. j'avais une citation qui est
c'est dans votre documentaire de Marcus G. Ball, qui dit, qui est un journaliste, qui dit si vous avez beaucoup d'argent et pas de morale, vous pouvez faire beaucoup de dégâts sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'argent et pas de morale, c'est souvent ce que font les politiques. Non et c'était, en l'occurrence sur le Brexit, c'était vraiment le camp du livre, donc qui prônait le camp pro-Brexit, le départ de l'Union européenne. C'est exactement ce qu'ils avaient. Ils ont compris la manière de faire les campagnes aujourd'hui. Mais et ils avaient beaucoup d'argent. En creux, ça suppose pas que pour réussir à convaincre les gens aujourd'hui, il faut que, y compris les hommes politiques qui ont de la morale, n'en aient plus. C'est-à-dire deviennent cyniques, utilisent tous les moyens, parce qu'on a l'impression que sinon, on se bat avec ses petits bras contre des multinationales, quoi. Ça me laisse perplexe, mais ce que je pense fondamentalement, c'est que c'est un retour de bâton. Les politiques ont menti pendant trop longtemps. Ouais. Et en réalité, désormais, quand on a le président de la République qui dit que quelque chose est une fake news quand on s'attaque à sa vie privée, il a raison, c'est une fake news. Mais le problème, c'est que à certains moments, on a aussi vu des hommes politiques qui, dès qu'on disait quelque chose qui les contredisait un peu, disaient c'est une fake news. Donc à partir de ce moment-là, le jeu est biaisé. Donc c'est un enjeu collectif pour les politiques en particulier. Oui, en tout cas, donc c'est dans cette série, là, il y a 3 premiers reportages. Ensuite, 6 avril, Pizzagate, c'est Hillary Clinton face au complot. Le 13 avril, il y aura Alex Jones, la machine à haine. Et puis Paul Horner, le roi des fake news. Alors, moi, je ne savais pas qui était Paul Horner. C'est incroyable. C'est vraiment le portrait du complotiste, du type c'est une machine à fausses informations. Alors, je sais pas c'est Elsa Guillol qui a réalisé avec vous et tous les 3, mais elle participe avec vous. Complètement. Pardonnez-moi, vous êtes sur Paul Horner. Non, sur Paul Horner. C'est-à-dire de dire que vous avez aussi, vous êtes sorti vous avez aussi fait des portraits de complotistes. Paul Horner, c'est un type qui est très intéressant. Globalement, c'est un homme qui, depuis sa cuisine dans l'Arizona, a compris que si on fabriquait des fake news, il pouvait gagner de l'argent. Donc, il s'est mis à fabriquer des fausses informations qu'il faisait à la base juste marrer. Et qui était à destination des supporters de Donald Trump. Et ces fausses informations, elles ont cartonné. Mais quand on dit cartonné, c'est qu'elles ont été partagées, reprises par Donald Trump. Et lui, depuis sa cuisine, il a gagné pas mal d'argent grâce à ça, grâce à la publicité, les sites qu'il crée, il avait trouvé des petits trucs. Et résultat, il a quand même perturbé la campagne américaine, parce qu'il y a plein de gens qui croient vraiment, par exemple, que les militants anti-Trump ont été payés $3 500 pour venir manifester. Donc c'est un type qui est à la fois fascinant et un peu désespérant parce qu'il a propagé le doute un peu en rigolant. Ce qui est sidérant, c'est de découvrir que créer une fausse information peut rapporter de l'argent. Ouais, c'est ça. Mais à regarder vraiment, même si vous doutez, surtout si vous êtes convaincu que les vaccins sont dangereux, en particulier, je vous conseille de regarder parce que les arguments sont quand même assez imparables. C'est du très beau boulot. En tout cas, La Fabrique du mensonge, c'est dimanche 31 mars à 20h50 et ce sera pendant 4 dimanches. 3 samedis. 3 samedis. Ouais, le dimanche en prime et ensuite c'est les samedis, c'est le samedi, à 20h20. Dommage. Mais c'est aussi en replay. C'est aussi en replay, absolument. C'est super, merci. La Fabrique du mensonge, Félix Suffert-Lopez, Arnaud Liévin, merci d'avoir été avec nous. Merci. On va passer aux 30 secondes pour convaincre. Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre. Alors, c'est toujours sur France 5, dans la case du siècle. Qu'allons-nous faire du rêve européen ? Alors, c'est dimanche également. Comment réenchanter ce rêve européen ? Vaste question. Aujourd'hui, normalement, ça devait être le Brexit. On voit la montée des nationalismes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'on en est loin. C'est un documentaire donc, qui sera diffusé à 22h35, donc juste après le vôtre. Et on a demandé à la réalisatrice de nous convaincre en 30 secondes. C'est Ella Serfontaine qui va nous convaincre de regarder son documentaire. Eh bien, si vous craignez les débats d'experts sur l'Europe, ce documentaire est fait pour vous. Là, le point de départ est très personnel, presque sentimental, je dirais. Je me suis revue 25 ans en arrière quand l'Europe représentait un espoir politique. Au début des années 90, le mur de Berlin venait de tomber. On était dans une époque où tout devenait possible. Et avec l'Union européenne, on nous promettait la paix, la liberté, la tolérance et la prospérité économique. Alors j'ai voulu comprendre très concrètement comment l'Europe était passée de l'utopie au contre-modèle. J'ai voulu savoir où était passé mon rêve européen. Voilà.
Très bien. Rémi, ce week-end, à regarder à la télévision, Koh-Lanta. Ce qui va gagner sans doute les audiences, Koh-Lanta sans doute ce soir, The Voice demain, et puis dimanche, bien sûr, on regardera La Fabrique du mensonge, et il y aura aussi des films sur TF1 et France 2. Mais c'est vrai que c'est compliqué, je vois les réactions de nos auditeurs qui disent des fausses informations, il y en a des deux côtés, après chacun son libre arbitre, il faut croiser les informations, nous dit Pedro, ce n'est pas parce que certains propagent des fake news sur le net qu'il faut commencer à croire qu'on n'y trouve que ça. Non, mais quand même un peu plus, je pense. Il dit le problème, c'est que les médias mainstream ne font que ça, des fake news depuis des années. Je ne partage pas forcément votre avis et c'est pas du corporatisme, je peux vous l'assurer. Allez, merci à vous. On se retrouve dans un instant avec Gérard Collard.